Bonsoir à tous. Merci d'être là. Désolée pour le retard dû à des petits soucis de son. Madame Leila Chaïd, vous ne m'avez pas dit que je devais transformer mon lieu en un stadium. Je n'ai pas assez de place pour l'instant. Ravie de vous recevoir, très honorée. Aujourd'hui, c'est une première bougie, comme une première bougie compte toujours. Il y a tout juste un an, j'ouvrais ces rencontres autour de la littérature marocaine, autour de la littérature de ses auteurs marocains, ou autour de ceux qui souhaitent évoquer le Maroc. Merci de le célébrer aussi par votre présence aujourd'hui avec nous. Je vous ai proposé une invitation, non pas autour de la politique, mais autour de l'importance qu'avait à vos yeux la littérature aujourd'hui. En général, et en particulier à travers votre amitié avec Jean Genet. Naturellement, et comme je n'ai immanquablement pu le constater au cours de cette année de rencontres, notamment avec Maï Bin, Mohamed Nedali, Fouad Laroui, ainsi que votre époux Si Mohamed Berada, politique et littérature sont parfois intrinsèquement liés, et qui plus est, dans l'œuvre de Jean Genet que nous allons évoquer aujourd'hui. Votre parcours personnel est aussi auréolé de la compagnie d'auteurs prestigieux. Votre époux, bien entendu, mais aussi ses profondes amitiés avec Sartre, Simone de Beauvoir et surtout Edmond Amran El Maleh, qui vous a permis de tomber en amour pour le Maroc. Pourriez-vous commencer par évoquer un instant, vous qui avez personnellement choisi la politique, tout du moins de défendre la cause des Palestiniens, la cause palestinienne et les Palestiniens en particulier, peut-être dû au fait que vous l'aviez dans le sang, ayant un arrière-grand-père maire de Jérusalem, l'importance de la littérature et sa force qui fait une autre différence. Je vais vous laisser la parole ce soir pour évoquer tout ceci. Ensuite, vous aurez le micro pour parler, pour dialoguer avec Madame Leila Chaïd. Je vous signale juste que la rencontre est filmée. Voilà. Merci infiniment d'être là. Des passages de différentes œuvres de Genet, dont Un captif amoureux, seront lus aussi par une amie de Leila. Merci beaucoup, Isabelle. J'espère que l'écho... Oui, Elsa plutôt. Est-ce que ça va? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est un peu fort pour moi. Est-ce qu'il y a moyen... Est-ce que vous entendez bien? C'est trop fort? Oui, pour que ça ne fasse pas de parasite. Tu peux baisser un petit peu? Un peu baisser, peut-être. Oui, un peu plus. Encore oui. un peu? Oui, un peu plus, oui. Parce que sinon, ça va être... Oui, beaucoup mieux, merci. Merci beaucoup, Elsa. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Edgar et Sabah qui sont là. Je parle d'Edgar Morin et de Sabah Abdeslam, son épouse. J'ai essayé de ne pas leur dire que ce soir, il y avait cette rencontre, mais vous voyez, Elsa, on trouve toujours son chemin pour le Grand Café de la Poste. Parce que ces rencontres, Mohamed, mon mari, qui a participé il n'y a pas très longtemps à une de ces belles rencontres, m'a dit qu'elles avaient énormément de succès au niveau du public à Marrakech. Et le public, il est comme celui qui est là, il est un mélange de Marocains, de Français, de Belges. J'ai rencontré même des Belges à Marrakech qui sont très heureux, des gens du monde entier qui adorent cette ville et qui y sont. Et je trouve qu'il manquait quelque chose comme ce que vous faites. Dans un lieu aussi beau, qui est un lieu aussi de mémoire, puisque c'est un lieu qui date du temps du protectorat français et que vous avez refait vivre.
Et je suis très heureuse d'être là parce que c'est vrai que le Maroc est un peu ma deuxième patrie, de par mon mariage, mais de par aussi le fait que lorsque j'ai quitté le Liban où je suis née, j'ai été poursuivre des études universitaires à Paris. Et curieusement, c'est à Paris que j'ai découvert le Maghreb. Parce que lorsqu'on est du Mashrek, ça veut dire la partie orientale du monde arabe, il y a 37 ans, lorsque je me suis mariée, il n'y avait pas beaucoup de relations entre Mashrek et Maghreb. Le Mashrek était un monde arabe qui était souvent torturé par le conflit israélo-palestinien, et le Maghreb était un genre d'havre de paix qui n'avait pas à sa porte ce conflit aussi violent. Et il n'y avait même pas de ligne aérienne directe qui allait, par exemple, de Amman à Casablanca ou de Beyrouth à Alger. Il fallait passer par Paris. Et donc, lorsque j'ai découvert la richesse de la culture marocaine, l'arabe, la berbère, la francophone, la rurale, la citadine, la littéraire, mais aussi celle des arts plastiques, qui est très riche par rapport à toute la production artistique arabe. Le Moyen-Orient a eu pendant une certaine période un peu de prétention à avoir plus que le Maghreb, je dirais, de production artistique, littéraire et intellectuelle. Je pense que ce n'est plus le cas. Et je trouve que le Maroc a beaucoup apporté sur le plan artistique à toute la richesse de la production culturelle et artistique arabe. Mais il y a aussi au Maroc des gens qui ne sont ni machrécains ni maghrébins, comme Genet ou comme Edgar, ou comme Juan Goytisolo, qui n'est pas à Marrakech ce soir et qui n'est pas là, mais qui a opté pour vivre à Marrakech parce qu'il se sent partie prenante de ce que représente cette ville. Et c'est vrai que de toutes les villes que j'ai visitées lorsque je suis arrivée la première fois avec Edmond Amran El-Maleh, avant même de connaître Mohamed, Marrakech est celle qui m'a le plus frappée. Elle m'a frappée premièrement par son énergie. Je trouve qu'elle a une force, une énergie, une passion qui ressemble un peu d'ailleurs à Jam el-Fna, qui est le lieu par essence pour moi de la créativité, de la production artistique populaire, mais aussi qui vient d'une forme de connaissance orale du Sahara qui est aussi importante que celle de la Qarawiyyin à Fès pour moi personnellement. Et donc c'est vrai que je me sens chez moi au Maroc et je suis très heureuse donc de participer modestement ce soir, pas à parler de la Palestine comme j'ai l'habitude de le faire, mais à quelqu'un d'autre que j'ai eu le plaisir de côtoyer longtemps avec mon mari Mohamed, puisque j'ai fait la connaissance de Jean Genet à Paris en 1975. Et puis, lorsque je suis venue m'installer à Rabat en 1977, il venait beaucoup au Maroc et donc on a continué cette amitié à laquelle s'est rajouté Mohamed et elle ne s'est éteinte que vraiment après son décès, au moment de son décès. Même après, je disais, parce que ce livre que nous discutons aujourd'hui, qui s'appelle Un captif amoureux, qui est un magnifique livre de 450 pages, il a été écrit, je dirais, avec le dernier souffle de vie de Genet, parce qu'il avait un cancer qui avait déjà existé dans les années 70, mais qui est malheureusement revenu après 82 et qu'il a finalement emporté. Et ce livre, je pense qu'il est un immense cadeau. Publié après sa mort. Publié après sa mort, publié quelques mois après sa mort. Mais je pense que ce livre est un immense cadeau que Genet fait à ses lecteurs. Et qu'il a malheureusement, lorsqu'il a été publié, parce que parmi les sujets dont il parle, il y a tout ce qui a été important dans sa vie, depuis les Panthères noires, aux Palestiniens, à la fraction Armée Rouge, à l'assistance publique où elle a grandi, à la prison et au centre de détention où on enfermait à maîtriser les enfants voleurs parce qu'on ne les mettait pas encore en prison. Tous les sujets qui font la vie de Genet sont dans ce livre. Et comme bien sûr les critiques littéraires, je dirais un peu bobos, étaient profondément agacés
par le contenu et la forme de ce livre, ils ont voulu l'assassiner, littéralement l'assassiner. Ça veut dire qu'ils ont commencé par publier dans la presse que ce livre était le livre d'un monsieur qui était devenu vieux et sénile, et que c'est un livre de militantisme pro-palestinien, ce qui n'est absolument pas le cas. C'est un livre avant tout sur lui-même, et que donc il ne méritait pas l'attention de tous ceux qui disaient, dans les mêmes journaux littéraires français et parisiens, que Genet était le plus grand écrivain français. Mais la minute où il a décidé de parler d'une part de lui, d'autre part de toutes ces questions qui sont la conscience, la mauvaise conscience de l'Occident, il n'y avait plus autant de monde prêt à écouter. Et donc je suis très heureuse de parler d'un livre qui, moi je pense, mérite d'être lu et relu. Juan Goytisolo en parle magnifiquement bien parce qu'il a été très ami, lui et son épouse, Monique Lange, de Genet, mais il a aussi très bien compris l'œuvre de Genet. Et lui, contrairement aux critiques un peu timorées, n'a pas été effrayé par le style de ce livre, qui est un livre qui ressemble beaucoup plus à un tapis noué ou à un tissage des montagnes berbères, parce qu'il fait du va-et-vient. Il n'est pas linéaire, il saute d'un sujet à l'autre, d'une période à l'autre, mais il est magnifiquement, je dirais, représentatif de ce que les auteurs ont apporté à la vie. Puisque notre thème, c'est qu'est-ce que la littérature peut apporter. J'ai un peu honte devant Edgar de parler de ce que la littérature peut apporter, mais je dirais 2 mots et après Edgar nous dira dans le débat ce qu'il en pense. Moi, j'ai été toujours, contrairement à mon époux qui est très littéraire, beaucoup plus politique. Ça veut dire que je pensais que la politique était un champ autonome qui pouvait changer les rapports de force, qui pouvait libérer des peuples occupés, qui pouvait émanciper des peuples qui n'étaient pas émancipés. Vous le pensez toujours, j'espère. Pas de la même manière, plus de la même manière, parce que je pense qu'aujourd'hui, nous sommes, avec ce que nous vivons dans ce que la presse appelle les printemps arabes, que moi j'appelle le réveil des sociétés civiles arabes, je pense que la politique a besoin d'une dimension qu'elle a écartée, qui est très importante dans son expression et dans la langue qu'elle emploie entre les acteurs, entre citoyens et citoyennes qui se réveillent, qui se redressent, et qui est la culture. La culture, aujourd'hui, personnellement, je pense, est un élément essentiel de la construction de la citoyenneté, de la démocratie, d'une lecture, d'une compréhension du monde. Le monde est plus complexe. Alors, je laisserai à Edgar vous expliquer ce que c'est la complexité du monde, mais le monde ne peut plus être expliqué uniquement par un discours idéologique. Dans ma génération, et moi j'ai 65 ans, on était omnubilé par le discours idéologique. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin, pour comprendre le monde, pour avoir des clés, pour comprendre ce qui se passe en Ukraine depuis quelques mois, ce qui s'est passé en Palestine il y a 65 ans, ce qui se passe en Tunisie avec le réveil de la société civile, ce qui va se passer en Égypte avec les élections qui approchent, on a besoin de nouvelles clés qui ne peuvent pas être uniquement politiques, idéologiques, qui doivent être aussi culturelles. Et c'est pour cette raison que je pense que la littérature, la bonne littérature universelle, c'est pas important qu'elle soit écrite par un Marocain ou par un Palestinien ou par un Français ou par un Espagnol. Je ne pense pas qu'on peut diviser les auteurs uniquement par leur nationalité. Je pense qu'on peut, ils transcendent les frontières nationales, mais bien sûr, leurs préoccupations sont très importantes. Il y a ceux qui sont complètement ésotériques, il y a ceux qui sont accessibles, il y a ceux qui, comme vous avez dit Elsa, s'intéressent à la politique et veulent être des auteurs dans la cité. Et sûrement Genet, de tous les auteurs classiques, parce que c'est un très grand classique aussi, est celui qui a mis au cœur de son œuvre tout ce qu'il a vécu, lui, mais que vivent des centaines de milliers de citoyens marocains ou français, tous les exclus, tous les marginaux, tous les humiliés, tous les expulsés, tous les orphelins.
Et je pense que c'est à travers l'écrit, et c'est pour ça que je trouve que c'est tellement important de le lire et de le lire tous les auteurs que vous invitez, parce que lorsqu'on lit, on réalise que c'est quelque chose qui est littéralement immuable. Ça veut dire qu'il est déjà mort depuis 86 et ces pages, c'est comme s'il les a écrites hier et elles nous donnent des clés pour comprendre le monde, son monde et le monde qu'il a quitté, lui, mais lui qui reste avec nous, ce monde, beaucoup plus que beaucoup de discours politiques. Voilà une longue réponse à une première question. Pour revenir un tout petit peu avant Un captif amoureux, Genet, après l'ouvrage que Sartre lui a consacré, Saint-Genet, avait cessé d'écrire pendant plus d'une dizaine d'années. Et c'est après un voyage avec vous à Shatila, alors, si je ne me trompe pas, que vous regardiez les événements à Beyrouth à la télévision. Non, pas du tout. Non, oui. Vous avez décidé de partir ensemble. Non. Ah oui. Pas les événements ont eu lieu lorsqu'on était là-bas. Je vais remettre dans le contexte, parce que c'est vrai que Genet a écrit beaucoup lorsqu'il était en prison. D'ailleurs, il disait, j'écrivais pour sortir de prison. C'était ma seule manière de sortir de prison, c'était par l'écriture. Et pour ceux qui ne connaissent pas les détails de sa vie, il était interdit d'avoir du papier et des cahiers pour écrire. Donc, ils écrivaient vraiment clandestinement. Et c'est Cocteau qui l'a aidé à faire publier les textes qui étaient écrits à l'intérieur de la prison. Et puis, bien sûr, Sartre, lorsqu'il est sorti après. Mais il n'avait plus la même motivation d'écrire une fois qu'il est sorti de prison. Et il a après écrit des pièces de théâtre, surtout, après la sortie de prison. Et je pense réellement que, parce qu'on l'a beaucoup côtoyé, Mohamed et moi, il a beaucoup habité chez nous, et lorsqu'il n'habitait pas chez nous, il venait déjeuner tous les jours. Et donc, on voyait réellement qu'il n'avait plus cette envie. Tout le monde lui proposait ses éditeurs, d'autres éditeurs, ses lecteurs, et il disait, non, je n'ai pas envie, je n'ai rien à dire de plus que ce que j'ai déjà dit. Est-ce vraiment aussi dû à l'ouvrage de Sartre, Saint-Genet, qui Alors, décortique son âme? Oui, la critique a dit, mais vous avez d'éminents critiques ici, qui sont plus importants, qui vous diront ce qu'ils pensent, mais la critique a dit, bien sûr, que le livre de Sartre, il fait presque 1000 pages. Et donc, la critique a dit, Jean-Paul Sartre, il a enterré déjà Genet, parce qu'on ne fait pas un livre de 1000 pages sur un auteur qui a 45 ans, quoi. Et donc, c'est vrai que c'était... Et il l'a appelé Genet saint et martyr. Donc, comédien et martyr. Comédien et martyr. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous pouvez écrire une fois que le plus grand philosophe du moment dit que vous êtes déjà un saint? Et donc, et je pense que les auteurs, quelquefois, il faut pas que la critique aille au-delà de questionnements, mais font la lecture à la place du lecteur. Et d'une certaine manière, Sartre a trop lu Genet et a empêché peut-être certains de le lire. Mais je pense réellement que la vraie raison, pour avoir côtoyé et vu qu'est-ce qui stimule Genet, il n'y avait plus rien qui lui donnait envie d'écrire. Parce qu'il avait une conception de l'écriture, et c'est pour ça que j'aime tellement Un captif amoureux, parce que c'est avant tout un livre sur l'écriture. Tout à l'heure, Isabelle Otero vous lira des passages sur ce qu'il dit. C'est la première fois qu'il dit ça par écrit, parce que, comme c'est un comédien, il disait toujours, chaque fois qu'un journaliste lui demandait pourquoi vous avez écrit ça ou ça, il disait, on me l'a commandé. J'ai écrit parce que mon éditeur me l'a demandé, parce que quelqu'un m'a demandé d'écrire. Et il ne dit jamais c'est parce que c'est l'écriture qui a été la raison d'être de sa vie. Il le dit dans Un captif amoureux, mais il le dit parce qu'il est à la veille de sa mort. Et c'est la première fois qu'il dit toute la vérité. Dans tous les autres livres, il fait ce qu'il a l'habitude de faire. Ça veut dire de dire ce qu'il a envie que les autres pensent, mais pas nécessairement la profonde vérité. Et c'est sûr qu'en 82, lorsqu'on part à Beyrouth, parce que en juin, juillet et août, la capitale du Liban est assiégée
par l'armée israélienne, et c'était Ariel Sharon qui était ministre de la Défense. Nous sommes, nous, à Rabat, et que nous sommes absolument horrifiés, comme tous ceux qui ont regardé la télévision à l'époque, de voir qu'il y avait une capitale entière où vivaient 1 million de citoyens qui étaient bombardés avec des armes les plus sophistiquées du monde, des bombes à phosphore, des bombes à implosion. On a inventé un truc qui s'appelle, c'est-à-dire que l'immeuble n'explose pas comme ça, il est happé dans la terre, il implose de l'intérieur, où Sharon a coupé l'eau potable à boire. Il n'a pas seulement assiégé la ville, mais il a coupé l'eau et l'électricité pour que les habitants de Beyrouth, qui sont libanais, il y a surtout des Libanais à Beyrouth, il y a bien sûr les camps de réfugiés, parce que Sharon avait décidé qu'il faut qu'il écrase l'OLP à Beyrouth, et comme le Liban n'est pas un pays qui a une armée qui peut se défendre, c'était aller vers la cible la plus facile. Et donc, nous avons été bien sûr horrifiés de voir un peu la solitude des Palestiniens et des Libanais et la lâcheté du monde qui n'a pas été capable réellement pendant 3 mois d'arrêter cette destruction. La ville a été presque détruite en 82. Et donc, lorsque Philippe Habib c'était le ministre des Affaires étrangères américain, finit par bouger et avec les Français et les Italiens négocier un cessez-le-feu et convaincre le président Arafat que peut-être que si l'OLP sort avec ses combattants, on va épargner ce qui reste de la ville. Le président Arafat et tous les combattants partent sur les bateaux que François Mitterrand envoie, la flotte française, les navires de la flotte maritime française qui évacuent les combattants avec leurs armes, donc dans toute la dignité possible. Et on dit que la guerre est terminée et que le siège est levé. Et donc moi, je suis née à Beyrouth, ma famille est à Beyrouth. L'aéroport n'était pas encore ouvert puisqu'il avait été fermé pendant les 3 mois. Mais je pense que je peux aller à Damas et de Damas prendre une voiture pour aller à Beyrouth pour voir toute ma famille, mes amis, ce qui était devenu de tout ça. Et Jeunet, qui était déjà très malade, m'a dit, mais je vais avec toi. Et je dis, mais tu ne peux pas venir avec moi. Je vais à Damas, je ne sais pas comment je vais arriver. Je ne sais pas si les taxis accepteront de nous amener parce qu'il y a encore les Israéliens à l'est de la ville. Il y a encore des milices, parce qu'il y avait des milices au Liban. Chaque confession a sa milice. Et donc, c'est trop dangereux. Et il m'a regardé avec un air méchant, comme il pouvait l'être lorsqu'il était fâché. Il m'a dit, tu n'oses pas m'amener. Je dis, non, je n'ose pas parce que j'ai peur pour toi. Et il m'a dit, mais je suis assez grand pour décider pour moi-même et je veux aller avec toi à Beyrouth. C'est en l'occurrence le premier Européen qui arrivera là-bas avec vous. C'est finalement parce qu'on y va et on rentre donc par la Syrie et on arrive littéralement 2 jours avant l'assassinat du président libanais Béchir Gemayel. Et l'assassinat de Béchir Gemayel déclenche un retour de l'armée israélienne qui rentre à Beyrouth de nouveau, qui assiège les camps de réfugiés et qui organise le massacre que le monde entier connaît comme le massacre de Sabra et Shatila. Et comme il n'y a plus de représentants de l'OLP puisqu'ils sont tous partis avec le président Arafat, les gens cherchent un responsable palestinien pour lui dire qu'il y a un horrible massacre de civils. Et donc, on m'amène à 10h du soir une infirmière norvégienne qui travaillait dans le camp, qui vient me dire qu'il y a un massacre de milliers de civils et qu'il fallait faire quelque chose. Et donc, je vais au camp ne sachant pas l'état du camp ou l'état des cadavres qui étaient au soleil depuis 3 jours, puisque personne ne savait qu'il y avait... La ville était dans un état de chaos total, comme une ville occupée, où il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de force internationale. Et bien sûr, Jean, qui me colle au pas, vient avec moi. Et ça a été terrible, parce que nous sommes en septembre, et le soleil est très fort. Et comme Jeunet était tout le temps dans sa chambre à Paris, il ne sortait pas, a littéralement brûlé, parce qu'il était très blanc, avec une peau très délicate de bébé, contrairement à ce qu'on peut penser. Et nous avons passé réellement ces 4 heures à Shatila. Et lorsqu'on est revenu à la maison, puisqu'il habitait chez moi, il m'a dit, je crois qu'il faut que je parte. Et moi, j'ai vu les cloques de son visage brûlé et je me suis dit, il ne va pas survivre. Et donc, je l'ai fait repartir par Damas avec des amis et moi, je suis restée.
Et lorsque je suis arrivée 1 mois plus tard à Paris, Il lui avait qui était écrit- mourant, il m'a accueilli dans sa chambre avec une tête d'une vitalité, un regard, d'un triomphe. Et il m'a dit, tiens, c'est pour toi. Et c'était le 4 texte. jours à Oui, Châtillard. c'était le texte, le premier texte littéraire que je n'ai écrivé depuis les paravents. Donc 65. C'est vous dire que finalement, l'écriture doit venir aussi d'un besoin de l'auteur lui-même. Et il a donc, on a publié dans la revue du palestinienne ce texte magnifique, mais ce texte n'a été que le prologue d'un autre qui est arrivé quelques mois après et qui est Un captif amoureux. Et c'est un peu la genèse de ce retour à l'écriture, mais je voudrais dire surtout que cette écriture, elle est avant tout l'écriture de la vie de Genet qu'il sent être dans son dernier chapitre. Alors, il commence avec Un journal du voleur, et il termine avec Un captif amoureux, en passant par toutes les pièces de théâtre. Parce qu'il a un Et- cancer à ce moment-là. Et qu'il Oui, sent oui, que c'est bien la- sûr. Alors, il a un cancer qui avait déjà commencé dans les années 70, mais il y a un retour parce qu'après avoir eu un cancer à la gorge à cause de la cigarette, il a continué à fumer après avoir fait son traitement de rayon, et donc le cancer est revenu. Mais malgré la douleur, il a refusé de prendre des antidouleurs pendant toute la période où il écrivait ces 500 pages, parce qu'il voulait être complètement lucide et lui-même corriger ses épreuves. Il a non seulement écrit le livre tout seul, mais il a corrigé les épreuves lui-même, et il a même mis en page le livre. Ça veut dire que, comme je vous dis, comme c'est un livre qui n'est ni un roman, ni une biographie, ni un essai, ni un reportage, mais tout ça en même temps, il voulait lui-même mettre les blancs là où il pensait qu'il fallait qu'ils soient, parce qu'il changeait ou bien de période, ou bien de lieu, ou bien de sujet. Et donc, il l'a écrit jusqu'à son dernier souffle, et je pense que c'était une intuition qu'il savait être fondamentalement les dernières lignes qu'il écrira de son vivant. Et c'est pour ça que je pense que c'est absolument... C'est de l'imposture de dire que c'est un livre qui se veut un livre politique sur les Palestiniens. La presse qui déteste le fait qu'il y a des grands écrivains qui s'intéressent, et Edgar en connaît quelque chose puisqu'on l'a traîné devant les tribunaux, lui le résistant juif, pour antisémitisme. Vous devez savoir qu'il a été traduit devant les tribunaux en France par certains, dont je tairai le nom, il vous le dira s'il veut. Lui, le résistant juif français pour antisémitisme parce qu'il a critiqué la politique de l'occupation israélienne. C'est vous dire combien on veut prétendre que ce livre est un livre militant. Pas du tout. C'est un livre avant tout sur Genet lui-même, comme il ne s'est jamais révélé, et comme Juan Goytisolo le dit de manière magnifique, une leçon d'écriture pour tous les auteurs. Et j'espère que vous le lirez. Il est décédé seul dans une chambre d'hôtel à Paris. L'avait-il achevé totalement? Oui, il était déjà à sa 3e lecture des épreuves. Et donc, il l'avait achevé. Mais puisque vous demandez, je vais demander à mon amie Isabelle Otero, qui est comédienne de théâtre, de vous lire comment le livre commençait lorsque Jean m'a lu la première fois le premier chapitre. Et comment, lorsqu'il est décédé et que j'ai récupéré le manuscrit, ce que j'ai trouvé. Parce que je pense que ça résume tout et il vaut mieux l'entendre avec les mots de Genet lui-même. Alors là, nous sommes à la page 14 du livre, qui était à l'origine la page 1. La gloire des héros doit peu à l'immensité des conquêtes, tout à la réussite des hommages. L'Iliade plus que la guerre d'Agamemnon, les stèles chaldéennes que les armées de Ninive, la colonne Trajane, la chanson de Roland, les peintures murales de l'Armada, la colonne Vendôme, toutes les images de guerre furent exécutées après les batailles grâce au butin, à la vigueur des artistes, à la négligence des révoltes et des pluies. Demeurent seuls les témoignages plus ou moins exacts, mais toujours excitants, accordés au siècle à venir par les conquérants.
Et donc, ce fameux 15 avril 86, lorsque le matin, son fils adoptif et spirituel, Jackie Maglia, m'appelle pour me dire que Jean était décédé durant la nuit et qu'il fallait aller à l'Institut médico-légal, parce que lorsqu'on meurt dans un hôtel en France, on va avant tout vérifier que ce n'est pas un assassinat. Et en fait, il avait chuté dans la salle de bain parce qu'il était complètement abruti par le Nembutal qu'il prenait en quantité faramineuse, et le choc sur sa tête l'avait tué sur le coup. J'ai été donc les retrouver et j'ai demandé à Jackie, mais où est le manuscrit qu'il relisait? Et il m'a dit, il est dans ma chambre. Et lorsque je l'ai récupéré, j'ai ouvert le manuscrit et à la place de la page qu'Isabelle vient de lire, j'ai trouvé celle-là. Lis-la, Isabelle, parce qu'elle expliquera beaucoup mieux que moi le chemin fait entre le jour où il décède et un mois auparavant où il me lit la première introduction. La page qui fut d'abord blanche est maintenant parcourue du haut en bas de minuscules signes noirs, les lettres, les mots, les virgules, les points d'exclamation, et c'est grâce à eux qu'on dit que cette page est lisible. Cependant, à une sorte d'inquiétude dans l'esprit, à ce haut le cœur très proche de la nausée, au flottement qui me fait hésiter à écrire. La réalité est-elle cette totalité des signes noirs? Le blanc ici est un artifice qui remplace la translucidité du parchemin, l'ocre griffé des tablettes de glaise. Et cet ocre en relief, comme la translucidité et le blanc, ont peut-être une réalité plus forte que les signes qui les défigurent. La révolution palestinienne fut-elle écrite sur le néant, un artifice sur du néant et la plage blanche, et chaque minuscule écart de papier blanc apparaissant entre deux mots sont-ils plus réels que les signes noirs? Lire entre les lignes est un art étal, entre les mots aussi, un art à pic. Si elle demeurait en un lieu la réalité du temps passé auprès et non avec eux, des Palestiniens se conserveraient, et je le dis mal, entre chaque mot, prétendant rendre compte de cette réalité alors qu'elle se blottit jusqu'à s'épouser elle-même, mortaisée, ou plutôt si exactement prise entre les mots, sur cet espace blanc de la feuille de papier, mais non dans les mots eux-mêmes qui furent écrits, afin que disparaisse cette réalité. Je trouve que cette nouvelle, ce nouveau commencement, comme dirait Edward Said, ce new beginning, cette nouvelle manière de commencer, qui inclut 3-4 pages qui se mettent avant celles qu'il avait planifiées, sont absolument bouleversantes sur l'écriture et la réalité. Elles sont presque mystiques, d'un homme qui ne l'était pas du tout sur le plan de la vie, mais qui, devant ce qu'il a toujours fasciné, travaillé, Genet était un immense solitaire. Peut-être qu'on peut compter ses amis sur les doigts d'une seule main. Sans patrie, disait-il. Sans patrie, sans bagage, sans domicile fixe, sans compte en banque, avec une paire de mocassins, un pantalon, ses paquets de gitane et son blouson. Et en s'approchant de ce qui allait être cette entrée dans le monde des ombres, il devient de plus en plus transparent lui-même. Et il se questionne sur, lorsque les écrivains comme Edgar et comme tous ceux qui sont dans cette salle, il y en a beaucoup là-bas avec mon mari Mohamed Barrada, écrivent, ils doivent aussi se demander, est-ce que ce qu'ils disent dans les mots, est-ce que c'est réellement la réalité dont ils aimeraient parler, ou est-ce qu'elle leur échappe? Habib Samarkandi, qui dirige une magnifique revue qui s'appelle Horizon Maghrébin, s'est posé cette question beaucoup sur tous les auteurs, mais en particulier ceux qui ont aimé le Maroc, comme Juan Goïté Solo et Edmond El Maleh. Et je pense que Genet pose dans ces premières pages d'un captif amoureux une question qui est universelle. La Palestine est un des sujets nombreux qu'il traite,
Mais tous les écrivains traitent d'un sujet qui a relation à une réalité, même les poètes. Contrairement à ce qu'on pense, la littérature n'est pas quelque chose qui est complètement alouf, complètement coupé des réalités. Mais je trouve que la manière dont il se questionne lui-même sur est-ce qu'il est arrivé réellement à pouvoir dire ce qu'il voulait dire, ou est-ce que la réalité échappe toujours, est quelque chose d'absolument magnifique, qui est un problème auquel doivent faire face tous les écrivains. C'est là où je dis justement que le discours littéraire, le discours dans le sens du narratif, le narratif littéraire, la narration littéraire, mais même des sciences humaines, elle va beaucoup plus dans la complexité de la réalité politique, sociale, historique, mémorielle, que tous les discours idéologiques du monde. Et je pense que dans cet aspect-là, je crois que les problèmes que je n'épose dans ce livre en particulier dépassent toutes les frontières et tous les sujets, est une réflexion, une analyse, je dirais même une introspection, même une psychanalyse de l'écriture et de l'œuvre de l'écrivain et de celui qui est le plus proche du cœur de tout le monde et qui est le poète. Et je dirais que lui, s'il aimerait qu'on dise un jour ce qu'il a été, c'est un grand poète. Même si il n'a pas beaucoup écrit en vers, il a écrit en prose, mais sa prose est profondément poétique. Poétique et politique. Lorsqu'il meurt à Paris, vous décidez de le rapatrier au Maroc, à l'Arrache. Était-ce un souhait qu'il avait émis? Oui, non, c'est pas moi qui décide. Lorsqu'il décède, donc, après cette chute dans la salle de bain, ses amis les plus proches, qui sont donc Jackie Maglia, mais aussi Mohamed El-Qatrani, mais aussi Ahmed Oumoussa, qui était un autre ami marocain qui dresse des chevaux, Abdallah étant décédé, ça c'est un peu les fils, c'est la famille de Jean. Moi, je n'ai pas d'attachement particulier au lieu où on enterre les personnes qu'on aime. Et donc, je leur ai dit, c'est votre décision et dites-moi ce que vous voulez et moi, je vais essayer de vous aider parce qu'ils étaient un peu dans un état second. Parce qu'il faut imaginer que je n'ai à fabriquer une famille très spéciale qui est faite de gens qu'il a décidé d'adopter et qui sont ces gens-là. Et donc, un d'entre eux a dit, mais pourquoi pas à côté de Abdallah? Abdallah, c'est le funambule, pour ceux qui ont lu le funambule. Il était un jeune Marocain qui avait un don extraordinaire de marcher sur le fil. Et c'est lui qui a inspiré donc, ce magnifique texte qui s'appelle Le Funambule. Et il est enterré à Thiers, dans la banlieue de Paris. Et puis, nous avons été à Thiers, mais nous n'avons pas beaucoup aimé le cimetière. Et Mohamed El-Qatrani, qui lui habitait l'Arrache, même s'il n'était pas originaire de l'Arrache, a dit, mes gens aimaient beaucoup le cimetière espagnol qui est près de la mer, à l'Arrache, et qui est abandonné. Pourquoi on ne l'enterrerait pas là-bas? Je dis, si vous êtes d'accord, moi, je n'ai pas de problème. Et donc, les autres ont dit, oui, finalement, ça lui ressemble plus que Thiers. Thiers était trop organisé, trop... Et donc, on est parti avec l'idée de comment on va faire. Bon, il y a assez d'amis au Maroc qui m'ont aidé. Et donc, et Claude Gallimard. Je dois dire que Claude Gallimard, et ça je le dis aussi à Edgar, a été extraordinaire. Parce que le plus important, c'est que Genet, qui avait pratiquement décidé de ne jamais fréquenter le milieu parisien de la littérature et des éditeurs et des journalistes vivants, nous ne voulions pas qu'il soit récupéré après sa mort par tous les Paris Match et compagnie qui seraient venus aux obsèques. Et donc, on a demandé à Claude Gallimard de ne pas dire qu'il était décédé et de déférer l'annonce de son décès de 24 heures pour qu'on puisse partir avant. Et Claude Gallimard a joué le jeu à l'Institut médico-légal lorsqu'on a fermé le cercueil plombé, parce que lorsqu'on transporte une dépouille dans un autre pays par avion, on ne peut plus ouvrir le cercueil après. Et donc, il n'y avait que Claude, et Claude n'a dit à personne. Claude et nous. Et donc, on a fermé le cercueil, on est parti à l'aéroport, on a mis le cercueil dans l'avion et on est parti, eux trois et moi. Et lorsqu'on est arrivé à Rabat, à l'aéroport,
le cercueil, on le sort de l'avion et les passagers vont récupérer leurs proches décédés dans le hangar où on met les cercueils qui sont rapatriés. Et nous avions des amis qui nous ont accueillis à l'aéroport. Et lorsqu'on rentre dans le hangar, je vois que le cercueil est dans un sac de jute. Et sur le sac de jute, Edgar, il y a une petite ticket, comme les tickets qu'on met sur les sacs de jute, travailleurs émigrés. Et j'éclate de rire et je dis, mais c'est extraordinaire. Les manutentionnaires de la Royal Air Maroc à Paris n'ont jamais rapatrié que des travailleurs émigrés. Comment ils pouvaient imaginer que c'était le grand écrivain français? Et donc, nous avons trouvé qu'on avait vraiment pris la bonne décision de le rapatrier. Et donc, on l'a mis dans l'ambulance et on a conduit tout de suite vers l'Arrache, où on a retrouvé donc la famille de Mohamed El-Khatrani. On l'a mis dans l'entrée de la maison. Il y a une petite maison pas loin du cimetière. Le lendemain matin, on a été chercher une charrette parce que c'est très lourd, un cercueil plombé. Et puis Jackie a dit, mais on ne peut pas ne pas mettre quelque chose de plus gai que ce cercueil plombé. Donc ils sont partis tous les trois cueillir les fleurs. On est en avril. Toutes les fleurs sauvages qui étaient sur le bord de mer. Et donc ils ont couvert le cercueil et la charrette de fleurs sauvages. Et on a tiré le cercueil jusqu'à ce cimetière abandonné. On avait pris l'autorisation officielle des autorités parce qu'il n'était plus utilisé, ce cimetière. Tant de poésie pour un poète. Mais c'est fortuit parce que ce n'était pas planifié. Et puis on entre dans ce cimetière qui est très beau parce qu'il est le dernier avant la mer. C'est-à-dire c'est un cimetière où il y a de très belles pierres tombales de cette roche poreuse du Maroc et la moitié sont ouvertes. Les stèles sont de travers parce que les Espagnols sont revenus prendre le reste de leurs parents enterrés là et ont laissé les stèles ouvertes. Et donc, il y a un côté qui ressemble tellement à Genève. Et donc, les deux manutentionnaires qui tiraient la charrette m'ont dit, mais où vous voulez? Puisqu'il n'est plus utilisé, donc on pouvait le mettre là où on voulait. Et j'ai vu qu'il y avait ce magnifique arbre qui était juste au bord de la falaise. Je lui dis exactement là-bas, sous l'arbre. Et donc, on tire la charrette, ils descendent le cercueil, et puis ils se regardent entre eux, et il lui dit, fais le qibla. Où est la qibla, ou la direction de la Mecque? Il tourne le cercueil pour mettre la tête de gens, comme le font les musulmans, dans le sens de la qibla. Et encore une fois, il y avait un clin d'œil extraordinaire de gens qui est déjà une dépouille dans un cercueil et qui est enterré comme un bon musulman dans ce magnifique cimetière abandonné de l'Arrache. Merci beaucoup. Puis-je vous passer la parole? Écoutez, d'abord, je suis très, très ému par, disons, cette relation si belle et si profonde entre Leila et Georges Genest. Et je pense aussi que Georges Genest, qui fut un rebelle, qui fut un délinquant, et qui, dans le fond, obscurément cherchait à s'opposer à la société existante. Mais je pense qu'il a trouvé dans la cause des Palestiniens une incarnation humaine de gens qui étaient opprimés, qui subissaient une injustice, qui étaient, en somme, mis hors la loi, rejetés. Et puis ensuite, il y a eu les massacres de Châtillon. Et je pense que cette cause, je ne veux pas dire la purifier, parce que comme s'il était impur, c'est pas ça. Mais je pense que cette cause noble l'a ennobli de l'intérieur. Et que je pense que c'est par son adhésion à ce peuple souffrant que, dans le fond, il a accompli peut-être
sa vraie destinée, sa grande ouverture dans son refus fondamental. Voilà ce que j'ai l'impression qui me vient. Merci Léa. Je voudrais, Elsa, avant que vous me donniez la parole à la salle, vous dire quand même, pour ceux qui ne le savent pas, parce que tout le monde n'a pas suivi toute la vie de Genet, que, et ça je ne sais pas si Edgar le sait, mais en 70, nous avions un représentant magnifique à Paris qui s'appelait Mahmoud Lamchari. Et Mahmoud Lamchari a été malheureusement assassiné à Paris par le Mossad. Mais avant, il a fait un travail remarquable de mobilisation des intellectuels français progressistes, démocrates, qui se battaient pour le Vietnam, pour l'Algérie, et dont d'ailleurs Jean-Luc Godard, qu'il essayait de convaincre d'aller rencontrer ce que le monde appelait ou bien les terroristes ou bien les réfugiés arabes. On ne disait pas les Palestiniens. On disait les réfugiés arabes, on disait les terroristes après Munich, et personne vraiment ne connaissait les Palestiniens. Et donc Jean est parti à la demande de Mahmoud Lamchari en 71 en Jordanie pour témoigner de la guerre qui a eu lieu entre l'armée jordanienne et les fédaïens palestiniens, les combattants palestiniens, parce qu'on était devenu un peu comme un État dans l'État, comme on est devenu au Liban. Ça veut dire, pour les pays arabes, le poids d'une révolution armée au sein de leur capitale n'est pas facile. Et donc, Genet est parti avec l'idée qu'il allait passer quelques semaines. Et finalement, il a passé 6 mois. Et dans ces 6 mois, il n'est pas resté à Amman du tout. Comme il sait être très autoritaire, il a dit à Arafat, je veux un papier qui me donne autorisation d'aller là où je veux, inclus dans les bases des combattants palestiniens dans la vallée du Jourdain. Et Arafat lui a donné un papier qui dit Jean Genet est libre d'aller où il veut, que ce soit dans les bases militaires ou dans les bureaux de l'OLP ou dans la vallée du Jourdain. Et c'est là qu'il a réellement fait la connaissance des combattants palestiniens et a compris ce que voulait dire ce mouvement national. Et il a été profondément heureux avec ces combattants qui vivaient dans les bases avec 3 fois rien et qui attendaient leur tour d'aller faire leurs opérations militaires dans les territoires occupés. Nous sommes 3 années après l'occupation. Les combattants palestiniens traversent à la nage avec leurs armes, vont en territoire occupé faire des opérations contre l'armée d'occupation israélienne. Et Genet se retrouve là, captif, amoureux, mais heureux comme il a des magnifiques pages sur cette période, heureux comme il n'a jamais été, parce qu'il voit naître une révolution et qu'il voit naître la dignité, le respect de soi d'un peuple qui a été écrasé, humilié, qu'on avait obligé à faire la quête de l'aide humanitaire, du riz, du sucre et de l'huile depuis 1948, et qui maintenant faisait une révolte qui lui redonnait de la beauté. Et il dit d'ailleurs que l'esthétique de la révolte est plus belle que la révolte, parce que la révolte a une esthétique aussi. Et donc c'est pour ça qu'il est captif et amoureux. Et il passe 6 mois avec eux. Il prend des notes qu'il n'emploie pas, qu'il met dans les coffres de Gallimard. Et lorsque, 20 ans après, ou 14 ans après, le hasard l'amène avec moi à Beyrouth, et qu'il retrouve des Palestiniens, mais qui sont des cadavres putrifiés, qui ont été assassinés uniquement parce qu'ils sont Palestiniens. Et ils ne sont même pas combattants, ils sont les civils du camp. Ça le ramène tout de suite aux combattants qu'il a vus. Et comme il dit, je les ai essayés verticaux, parce qu'ils étaient debout avec leurs armes. C'était des combattants dignes, fiers, pleins d'espoir qu'ils allaient changer leur destin de Palestiniens. Il le retrouvait horizontaux, cadavres mutilés, découpés, souvent torturés avant d'avoir été tués. Et c'est ça qui ramène l'écriture. Et donc,
je voudrais dire que ce que vient de dire Edgar, sur le fait que, je pense, vous allez être surpris, hein, je pense à Picasso et Guernica. Je pense qu'il y a des moments où, comme a dit Edgar, il y a une rencontre entre un artiste et une cause. La cause de la guerre civile d'Espagne et du crime contre l'humanité qui a eu lieu à Guernica. Qui est celui qui en parle le mieux? C'est Picasso à travers sa magnifique toile. Et Genet se retrouve, après les avoir vus combattant, prenant les armes pour libérer leur territoire et pour aussi changer les régimes arabes, il les retrouve là, cadavres à Châty, là, 14 ans après. Et c'est ça le destin. Moi, je dis, la boucle est bouclée, comme si il a senti qu'il y avait quelque chose de presque, je dirais, de l'ordre du médium, de la relation qu'on ne pourra jamais expliquer d'où elle vient. Est-ce qu'elle est, et lui-même, d'ailleurs, cherche. Tout le livre, il cherche. Pourquoi j'ai été tellement émue par les Palestiniens? Pourquoi les Palestiniens m'ont tellement touchée que j'écris les dernières pages de ma vie et je veux qu'ils soient présents avec moi. Et je vais laisser Isabelle vous dire les mots qu'il trouve à propos de pourquoi. Parce que c'est encore une fois, comme les débuts, de très belles pages. Et après, je vous laisserai le soin de parler avec le public. Une réalité est certainement hors de moi, existant par et pour elle-même. La révolution palestinienne vit, ne vivra que d'elle-même. Une famille palestinienne, essentiellement composée de la mère et du fils, qui furent parmi les premières personnes rencontrées à Irbid, c'est ailleurs que je l'ai découverte, peut-être en moi. Le couple mère-fils est aussi en France et n'importe où. Ai-je éclairé ce couple d'une lumière qui m'était propre, faisant d'eux non des étrangers que j'observais, mais un couple issu de moi, et que mon habileté à la rêverie aura plaqué sur deux Palestiniens, le fils et sa mère, un peu à la dérive, dans une bataille en Jordanie. Tout ce que j'ai dit, écrit, se passa. Mais pourquoi ce couple est-il tout ce qui me reste de profond de la révolution palestinienne? J'ai fait ce que j'ai pu pour comprendre à quel point cette révolution ressemblait peu aux autres. Et d'une certaine façon, je l'ai compris. Mais ce qu'il m'en restera sera cette petite maison d'Irbid, où une nuit, je dormis, et 14 ans durant lesquels je tentais de savoir si cette nuit avait eu lieu. Cette dernière page de mon livre est transparente. Permettez-moi juste une dernière question relativement personnelle. Jean Genet était un enfant de l'assistance publique. Pensez-vous avoir été la femme la plus importante, une des plus importantes dans sa vie? Non, les lignes que Isabelle lit sont les plus belles et les plus profondes. C'est que cette expérience qu'il a vécue en 71, lorsque le dirigeant du camp, parce qu'il y a des combats entre l'armée jordanienne et les Fédayines, veut le protéger, il le confie à un jeune combattant qui s'appelle Hamza. Et Hamza lui dit, je vais t'amener au camp de ma famille, qui est le camp de Irbid, chez ma mère, parce que moi, je dois aller me battre. Mais elle s'occupera de toi. Et donc, Jean est amené dans cette maison du camp de Irbid, chez la maman de Hamza, qui ne dit pas un mot de français. Et lui ne sait pas parler l'arabe. Et donc, le fils dit à sa mère, voilà, c'est un ami, il faut que tu t'occupes de lui, il va dormir chez nous cette nuit, parce qu'il ne faut pas que l'armée le trouve, et moi, je vais continuer à aller me battre avec les copains. Et c'est en plein mois de Ramadan. Et le fils ajoute, mais il faut que tu saches, lui, il ne fait pas le Ramadan, lui, il est chrétien, mais il ne croit pas en Dieu. Et donc, la mère dit, oui, très bien, je vais m'occuper de lui. Donc, elle le fait entrer, elle l'amène dans la chambre de Hamza, il y a un lit tout modeste, et il est exténué parce qu'ils ont beaucoup marché, et il se couche. Et puis, il est déjà au début de son sommeil, il voit la mère entrer
sur la pointe des pieds, avec le plateau et le café et le verre d'eau, parce que justement, il ne fait pas le ramadan. Et lui, dans cette demi-sommeil, voit pour la première fois, difficile à dire, une mère, sa mère. Et c'est pour ça que ce dernier paragraphe où il dit que c'est ce qu'il garde de plus profond de cette relation à la Palestine est la plus belle et qu'elle vaut tout le reste. Et moi, j'ai été avec Mohamed, mon mari, je dirais, un arrêt de la diligence sur le parcours d'une très belle vie, d'un très grand auteur et d'un très grand homme. Et que je suis heureuse que cette étape où sa diligence s'est arrêtée était Rabat, parce qu'il a aussi beaucoup aimé le Maroc et que ça lui a permis d'être enterré dans un lieu où je pense que son âme est en paix et qui est la côte de l'Arrache et du Nord, parce que vous savez qu'il a beaucoup aussi fréquenté Tanger. Et donc je crois qu'il est là où il doit être. Monsieur Hassan Bourkia. Bonsoir Leila, merci beaucoup pour ce témoignage fort, très très fort et émouvant. Je voudrais seulement poser une toute petite question. Ce grand poète qui n'avait pas d'adresse, il a fini par en trouver une, parlant des Palestiniens. Il a dit d'une manière ludique, ce n'est pas moi qui les a aidés, c'est eux qui m'ont aidé. Je voudrais que, si vous puissiez nous éclaircir ça. Merci. Oui, c'est ce que disait un peu aussi Edgar, mais c'est vrai qu'il l'a dit dans un entretien qu'on a eu en 83 à Vienne, et où le journaliste qui l'interviewait lui a dit mais pourquoi avoir tellement voulu aider les Palestiniens? Il lui a dit mais vous n'avez rien compris, c'est pas moi qui les ai aidés, c'est eux qui m'ont aidé. Et je crois que ça fait partie de ce que disait Edgar sur le fait que quelquefois, un destin rencontre un destin individuel, rencontre un destin collectif, et quelque chose se passe et permet la création d'une œuvre, qu'elle soit littéraire ou artistique. Et c'est sûr que si les Palestiniens, les Panthères Noires, la fraction Armée Rouge, ses compagnons, ses amants, ses amis, ses camarades de cellule, lorsqu'il était en prison, sont tellement présents, c'est qu'il veut aussi vous expliquer que tous ces gens l'ont aidé aussi à vivre. Pas seulement lui, parce qu'il n'a jamais été militant dans le sens, ce n'est pas un hasard si Genet n'a jamais été en Palestine. Les Palestiniens qui l'ont intéressé, c'est ceux qui n'ont pas d'adresse, pas de compte en banque, pas de bagages, c'est les réfugiés. Et c'est pas par manque de... D'ailleurs, il dit dans le livre que Leïla l'agace parce qu'elle lui passe son temps à lui dire que pourquoi tu ne vas pas en Palestine de me casser la tête avec toutes les questions que tu me demandes. Parce que quelquefois, il m'interrogeait 4-5 heures par jour sur des détails, et un jour, je lui dis, mais vas-y, va voir pour toi-même. Et soudain, il a réalisé que, en fait, il n'a jamais voulu aller en Palestine. Il s'identifiait aux autres Palestiniens, ceux qui sont les damnés de la terre, ceux qui sont arrachés à la terre et qui sont dans l'exil total, dans les camps de réfugiés, ou alors les combattants. Mais ça ne l'intéressait pas beaucoup d'aller voir une vie normale palestinienne à Ramallah ou à Gaza ou à Hébron. Oui, bonjour. Je voulais revenir sur un élément que vous avez énoncé en début de votre conférence, qui est de dire que la culture, plus que les discours idéologiques dont vous êtes héritière, nous permet d'approcher vraiment la complexité du réel. Alors, je vous suis, mais je sens aussi une difficulté qu'ont les artistes, les auteurs, les poètes, les écrivains, les cinéastes, à retourner dans le réel avec cette complexité. Vous voyez, je ne sais pas où vous identifiez des lieux, des moments
où, à proprement parler, des auteurs, des écrivains, des cinéastes, etc., parviennent vraiment à retourner au réel et à le transformer, à contribuer à le transformer. Je sais Moi, je n'ai pas dit transformer, parce que c'est je dirais que la tâche, le désir des artistes n'est pas d'être dans l'action. Ils sont dans la réflexion, ils sont dans l'accompagnement, ils sont dans la tentative de comprendre, mais ils ne sont pas dans l'action. L'action politique ne peut pas être remplacée par un narratif poétique ou de roman ou d'analyse. Mais je disais que la littérature, la peinture, la musique, le cinéma, aujourd'hui, expriment beaucoup mieux l'analyse des réalités que nous vivons. Je peux vous dire déjà en Palestine, hein, nous avons une explosion de jeunes artistes, de cinéastes, par exemple, les Israéliens aussi d'ailleurs, excellents cinéastes israéliens, qui ont une lecture critique de la politique israélienne à l'égard des Palestiniens beaucoup plus avancée que tous les membres de la Knesset israélienne. Et je pense que vous avez vu certains de leurs films d'ailleurs. Dans les arts visuels, chez les jeunes artistes palestiniens, vous avez une explosion d'artistes qui vont de biennale en biennale et dont l'art est très profondément ancré dans leur identité, dans leur arrachement à leur terre, dans l'évocation de leur Nakba, de leur disparition en 1948. Et vous avez par exemple énormément de femmes artistes, certaines d'ailleurs lauréates de la Biennale de Venise, comme par exemple Émilie Jasser, qui a parlé de l'assassinat de Wael Zaiter, notre ambassadeur à Rome, qui a été aussi assassiné par le Mossad, avec une œuvre qui a eu le premier prix et de la Biennale de Venise et du Guggenheim à New York. Et c'est une artiste qui n'a pas 40 ans. Et donc, vous avez Elia Suleiman qui parle de 1948 et comment les Palestiniens ont été chassés de leur ville et de leur village, beaucoup mieux que des tas de discours que moi je pourrais faire. C'est pas pour... je ne suis pas en train de faire de la fausse modestie, mais je dirais que si moi je veux expliquer, par exemple, la situation des Palestiniens citoyens israéliens, ils sont 1 300 000 aujourd'hui. Je ne pourrais pas dire les choses comme Émile Habib l'a dit dans un roman magnifique qui s'appelle Saïd al-Mutasha'il, le pessimiste. Il a inventé un mot entre optimiste et pessimiste et il l'a appelé le pessimiste, publié chez Gallimard, traduit de l'arabe. Donc c'est dire que le plus le monde devient complexe, le plus nous avons besoin de clés, de compréhension, d'analyse, je dirais subtile, qui n'essayent pas d'avoir une seule réponse aux choses. Je dirais que le discours politique, tous les discours politiques, et je ne parle pas d'une situation propre aux Palestiniens, je pense que c'est pareil, et je pense que c'est pour ça que les jeunes se sont révoltés dans le monde arabe. Ils se sont révoltés parce ils exigent une nouvelle manière de parler de la politique, une nouvelle manière de parler du citoyen dans la cité, de quel est son rôle, quels sont ses droits, quels sont ses devoirs, mais pas de la manière dont ma génération en parlait, ou la vôtre, ou celle d'autres. Je crois qu'ils sont à la recherche d'une nouvelle manière d'exprimer réellement leur appartenance à une collectivité. Et je pense que c'est vrai, d'ailleurs, ce n'est pas un hasard, s'il n'y a pas seulement eu les révoltes arabes, il y a eu le mouvement des indignés qui a permis à Stéphane Hessel de vendre 4 millions d'exemplaires de son livre, qui est un petit fascicule qui n'a aucune prétention et qui est traduit dans 40 langues, ou Occupy Wall Street aux États-Unis pour manifester contre la manière dont le libéralisme capitaliste américain a conduit à la crise financière dans laquelle nous sommes. C'est un phénomène qui est réellement mondial, mais comprenez-moi bien, l'art et la culture ne remplacent pas l'action politique. L'art et la culture permettent de comprendre, d'analyser, pour après pouvoir mieux comprendre, mieux mobiliser, mieux développer des stratégies où on est plus efficace, parce qu'il faut reconnaître qu'on n'a pas été très efficace jusqu'à maintenant. Donc, si on veut être un minimum autocritique,
Il faut voir où on a échoué pour mieux réussir à l'avenir à assurer la démocratie, l'égalité des droits, la place des femmes, la laïcité. Il faut bien faire de l'analyse autocritique pour avancer. Et je pense que nous ne pouvons pas le faire sans la dimension culturelle dans toutes ces richesses d'expression et d'analyse. Et ça va depuis la littérature jusqu'au cinéma, en passant par les arts visuels, qu'ils soient la peinture ou la photographie ou les installations. Et ce n'est pas un hasard si nous sommes dans une biennale dont le titre est « Où sommes-nous » Moi, je dirais que j'ajouterais au titre de la biennale de Marrakech « Où sommes-nous et qui sommes-nous » Les deux. Parce que dans le monde arabe aujourd'hui, la question « Qui sommes-nous » est essentielle aussi. Madame Hamid Farjad, je suis d'origine d'Iran et je suis cinéaste. Je suis ravi que vous avez parlé de l'importance de la culture et qu'on doit un peu peut-être s'éloigner de l'idéologie. En tout cas, peut-être pas éloigner complètement, mais il faut inclure la culture dedans. Ce que je pense depuis 10 d'années, et tout le monde me traitait comme des fous. Heureusement qu'il y a quelqu'un avec votre poids politico-culturel qui le réclame. J'ai une question. Et malheureusement, je constate que dans l'histoire de l'art épanoui sur la dépression, sur la pression. Quand tout est interdit, tout d'un coup, il y a des merveilles culturelles qui sortent. L'exemple de tout ce qui se passait dans le cinéma, par exemple, sur l'Empire soviétique. En Iran, d'où je viens, dont on connaît, tout le monde connaît, je ne dois pas le réfléchir. Tout art fleurit. Il y a des peintures, il y a des sculptures, il y a du théâtre, il y a de la musique, il y a des films. Est-ce que ce n'est pas malheureux que quand on est libre, on n'arrive pas à créer et qu'il faut une répression totale pour que ça fleurisse? Merci. Il faut demander aux créateurs, il faut demander aux artistes, aux cinéastes, aux écrivains, aux poètes, pourquoi c'est vrai qu'on a le sentiment qu'il faut quelque part une douleur, il faut quelque part une blessure qui vous pousse. On a bien dit que Genet est revenu à l'écriture parce que son destin l'a remis devant ces cadavres de Palestiniens qui lui ont rappelé les combattants qu'il a connus. Parce que je pense que c'est la fonction de l'art. Je crois que nous avons aujourd'hui, parce que le monde devient plus complexe sur le plan économique, social, stratégique, sécuritaire, nous ne savons plus où sont les frontières des uns et des autres. Il n'y a plus de système bipolaire de deux superpuissances qui, pendant 50 ans, ont réglé tout. Et on a l'impression, regardez ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, il y a un chamboulement des règles, même des règles sécuritaires, des règles stratégiques. Et donc, nous avons besoin de pouvoir suivre, parce qu'on ne peut pas agir si on ne comprend pas. Il faut commencer par comprendre les réalités, pour après agir sur les réalités. Et il faut que chaque citoyen comprenne, pas seulement le patron du parti politique ou le chef de l'État, il faut que chaque citoyen comprenne. Moi, je suis monsieur de la génération qui a vu tous les films iraniens en France à partir des années 80. Je n'ai pas raté un seul, parce que j'avais un besoin de comprendre l'Iran, et il y avait un mur qui nous interdisait d'aller en Iran, de comprendre l'Iran, et il n'y avait aucun échange entre le monde intellectuel iranien et le monde intellectuel arabe, ni européen non plus. Et le cinéma a joué un rôle primordial. Vous êtes cinéaste, je pense que le cinéma iranien a réellement bouleversé la perception de l'Iran et de la société iranienne et de la culture iranienne et de ce qui se passe en Iran chez les Arabes, mais aussi chez les Européens. Et c'est pour ça que je dis que à partir de là,
Bien sûr, il y a une possibilité déjà de mieux comprendre la complexité des transformations sociales et politiques pour pouvoir agir en conséquence. Mais je suis heureuse que vous soyez vous aussi là, parce que je pense que c'est comme ça que je peux te dire tout l'hommage que je rends au cinéma iranien, qui a beaucoup participé à faire connaître cette grande civilisation et ce grand peuple. Parce qu'on a dans la politique dans laquelle je baigne tous les jours tendance à être un peu les victimes des caricatures des médias. Et donc, il y a une grande caricature. Une fois qu'on a dit qu'il y a eu une révolution islamique avec Khomeini à la tête, on a fermé la porte, comme si tous les citoyens d'Iran étaient des petits Khomeini. Et ils ont oublié qu'il y a une population entière, des artistes, des paysans, des ouvriers, des poètes, les plus grands poètes du monde. Et nous sommes aussi, malheureusement, les victimes de la manière dont les médias nous présentent. Et lorsqu'on appartient à un monde qui est catalogué comme un monde musulman qui menace, parce qu'il y a beaucoup de peur aujourd'hui dans le monde, il y a beaucoup de manipulation de la peur. Vous devez voir combien en Israël on effraie les citoyens et qu'on leur dit qu'ils sont menacés, qu'il va y avoir un nouveau génocide. Et comme lorsqu'on a vécu un génocide, c'est normal qu'on ait peur d'un autre génocide. On manipule les peurs des gens au profit des politiques pratiquées par ceux qui sont à la tête des... Et le cinéma iranien a humanisé de manière absolument magnifique la culture et le peuple iranien. Et je voudrais rendre hommage à tous ces cinéastes extraordinaires d'Iran. Bonsoir, madame. Je suis Sbaïti Abdeslam, marocain qui a vécu avec Naïm Khadr à Bruxelles. Vous voyez, qu'est-ce que Marrakech fait comme miracle? Voilà. Mais dites-leur qui est Naïm Khadr. Eh oui. Alors, Naïm Khadr, c'est, si on veut, c'est le premier Palestinien qui a défoncé le mur pour ouvrir la diplomatie palestinienne à niveau international. Et pour ça, il a été tué par le Mossad en sortant de sa maison. Je regrette, c'est émotionnel. Alors, ma question, justement, comme j'ai vécu avec Naam, y a-t-il un lien avec la force et le courage que Jeunet a développé avec toute la naissance de ce que vous avez exprimé comme mouvement artistique, tous les mouvements d'expression non politiques en Palestine et au Moyen-Orient? Oui, vous aussi, vous m'émeuvez parce que Naïm Khadr a été un très bon ami et c'est mon prédécesseur. Mais moi aussi, j'ai un destin, c'est que je viens toujours après des militants palestiniens extraordinaires comme Ezzeddine Kalak et Mahmoud El-Hamshari, qui étaient les amis de Naïm et qui étaient aussi les représentants de la Palestine à Paris. Mahmoud El-Hamshari assassiné, comme je vous ai dit, en 72, puis Ezzeddine Kalak assassiné en 78, puis Naïm Khadr assassiné en 81 et Wael Zaïter en, j'ai oublié, 80. Et puis un autre qui était notre représentant, Saïd Hamami, à Londres. Nous avons organisé une saison culturelle magnifique en Belgique avec la communauté française en 2008-2009 qui s'appelait Massarat. Et un jour, au tournant d'une conversation avec un metteur en scène flamand, lorsque je lui ai raconté comment on a assassiné Naïm et Mahmoud et Ezzeddine et Saïd et Wael, il m'a dit « Mais Madame Chahid, vous réalisez ce que vous dites? On vous a assassiné les plus grands intellectuels diplomates. Vos diplomates de cette génération sont tous des grands intellectuels. Wael Zaïter a été assassiné, il avait dans la poche de sa veste la traduction des 1001 nuits qu'il faisait en italien. Et l'œuvre d'Émilie Jasser, c'est les balles qui sont restées dans le manuscrit qu'il avait sur lui lorsqu'il a été assassiné. Naïm Khadr était quelqu'un qui était venu faire des études de théologie. Il est un chrétien palestinien de petit village de Zababdeh, au nord de la Cisjordanie. Et lorsqu'il a
réalisé après la guerre de 67, combien en Belgique les gens ne comprenaient pas. Ils lui disaient arabe, arabe, vous avez 21 pays, pourquoi vous n'allez pas vivre chez les autres arabes? Laissez les pauvres juifs, ils n'ont qu'un seul État, c'est Israël. Il a décidé qu'il n'allait plus faire de la théologie, mais faire des relations internationales. Et il s'est inscrit à l'ULB et il a fait sa licence de droit et nous venons de, ça vous rendra heureux, nous venons de célébrer avec la fondation Marcel Liebman, ça veut dire son camarade juif belge marxiste, avec Elias Sambar, une série de magnifiques conférences à l'ULB en hommage à la mémoire et de Naïm et de Marcel Liebman. C'est vrai qu'en tout cas, vous avez raison, c'est l'apport de cette génération de militants palestiniens devenus les porte-parole de leur peuple en Europe, parce que ce qu'il faut, c'est abattre les murs qui séparent les cultures et les gens. Si on nous avait confinés uniquement à Amman et Beyrouth, et Ramallah et Gaza et Tel Aviv, il n'y aurait pas eu ce dont on a parlé. Je pense que Naïm et Ezzeddine et Mahmoud et Wael participent de, je dirais presque, cette résidence des Palestiniens ailleurs que chez eux. Ça veut dire l'exil est déjà très difficile pour les familles en particulier, parce que les conditions de vie des exilés, surtout lorsqu'ils sont apatrides et sans passeport, ça veut dire qu'ils n'ont pas de permis de travail. Mais l'exil aussi vous expose à la rencontre d'autres cultures. Vous rencontrez d'autres manières d'être, d'autres langues, d'autres philosophies, d'autres foi, d'autres cultures. Et quelquefois, c'est d'un tel enrichissement que ça vous permet de renaître. Et je pense que cette génération de ce qui sont nos martyrs diplomates a beaucoup contribué. Ezzeddine Kalak a été le premier représentant de la Palestine à s'occuper tellement de culture. Il était absolument fou du mouvement Bauhaus et il était collectionneur de la plus grande collection d'affiches du monde entier. Aujourd'hui, il y a une exposition qui se prépare, figurez-vous, à Barcelone, au MACBA, au Musée d'Art moderne de Barcelone, sur la collection des affiches que le monde entier a fait pour la Palestine entre les années 67 et 87. Donc, c'est vrai que cette génération, vous avez raison, et Naïm en faisait sûrement partie, parce que c'était quelqu'un qui était un prince. Il était d'une élégance intellectuelle et physique, et surtout d'un renoncement sans aucun ego, qui a fait que, c'est sûr que c'est lui qui a ouvert les portes avec Ezzeddine, Mahmoud et Wael de la diplomatie qui aujourd'hui est reconnue comme une vraie... Nous sommes maintenant des ambassades officielles. Eux n'avaient pas la chance d'avoir ce titre et donc n'avaient aucune sécurité. Maintenant, dans la plupart des capitales, les ambassadeurs ont une sécurité qui les protège. Ce n'était pas le cas lorsque Naïm a été assassiné, d'où le succès de son assassin. Mais je pense que c'est eux qui ont porté très haut la culture et le droit à l'identité de leur peuple. Et on en voit aussi aujourd'hui beaucoup les traces à travers la production culturelle palestinienne. Ce qui n'empêche que nous devons encore mettre fin à l'occupation israélienne de nos territoires. Et pour ça, nous avons besoin de vous. De ça, parce qu'il est évident que nous n'avons pas les moyens ni militaires, ni diplomatiques, ni pétroliers pour obliger l'armée israélienne à quitter nos territoires, ni à obliger M. Obama ou M. Kerry ou Mme Ashton à appliquer le droit international. Donc nous avons besoin de vous en tant que citoyens du monde pour dire que ce n'est pas normal qu'après 65 ans, les Palestiniens continuent à être un peuple soumis à une occupation militaire et qu'ils doivent avoir des droits égaux à tout le monde, surtout que ce qu'ils proposent aux Israéliens, c'est de vivre côte à côte dans deux États indépendants et souverains. Mille merci. Mille merci d'avoir partagé tous ces mots avec nous. Merci à vous d'avoir été présents. Si vous le souhaitez ou si vous voulez partager cette rencontre, elle sera sur Internet, diffusée dans quelques jours. Leïla Chaïd, le Grand Café de la Poste de Marrakech.
J'ai aussi à cœur de remercier personnellement l'ami commun qui nous a permis cette rencontre et permis ce moment, Monsieur Hassan Bourkia, ainsi que ma tante qui a fait revivre ce lieu il y a 10 ans et qui m'a donné une carte blanche il y a 1 an afin de pouvoir présenter tous ces auteurs, tout ce Maroc. Et je lui remercie de sa confiance. Merci beaucoup.